Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Les carnets culturels. Aujourd'hui, dans la première partie avec le professeur Diakhaté, nous allons parler cette fois-ci du pouvoir des images générées par l'intelligence artificielle. Et dans la seconde, nous aurons l'honneur de recevoir l'auteur Moïse Inandio pour parler de son ouvrage Le mirage des réseaux sociaux. Bonjour professeur. Oui, bonjour madame. Bienvenue encore à nouveau. Merci, je suis très content de participer à vos activités. Alors aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir des images générées par l'intelligence artificielle, en d'autres termes, de la révolution numérique, car on constate aujourd'hui que l'image n'est plus fiable à 100%. Oui, des fois, nous n'avons pas des images justes, mais nous avons juste des images. Oui. Il y a une grande nuance. Alors, cela veut dire précisément qu'il y a une fonction de manipulation dans l'image et qu'il y a une rhétorique de la tromperie à travers l'image. Parce qu'en réalité, il y a l'intervention de la main de l'homme qui a la possibilité de manipuler et de changer et de donner à l'image un tout autre contenu et un tout autre profil. Justement, professeur, ici nous avons l'image de la photo satellite des armes de destruction massive en Irak, un trucage d'image. Oui, c'est un trucage parce qu'on nous montre des trucs à travers l'image. En réalité, c'est la possibilité de mettre la main de l'homme pour donner à l'image une autre orientation et un autre contenu. L'idée donc, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tendance à dire que tout ce qui est vu est vrai. C'est un proverbe qui est très répandu dans beaucoup de communautés africaines, que la vérité ne peut pas se situer en dehors de ce que nous avons vu. Donc, ce qui fait que nous avions tendance à dire jusque-là qu'à chaque fois que nos yeux sont témoins d'un événement, on peut considérer que cet événement est vrai. Or, il se trouve aujourd'hui qu'il va falloir changer complètement de paradigme. Que ce proverbe-là qui était opératoire avant n'est plus le cas aujourd'hui, simplement parce qu'il y a possibilité de voir une chose qui n'est pas vraie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, grâce à la magie de la science, grâce à la magie de la technique, l'homme a la possibilité de manipuler toutes les formes d'image. Même vous, votre propre photo, vous avez la possibilité de la changer. Alors, en sorte qu'aujourd'hui, on a tendance à assister à une sorte de généralisation du mensonge, à une sorte de généralisation de la contrefaçon, qui fait que précisément avec la technoscience, avec l'intelligence artificielle, il y a possibilité de changer beaucoup de choses et de faire en sorte que les gens se disent, puisque je l'ai vu, c'est vrai. Donc, ce qui veut dire qu'ici, nous sommes au confluent de deux éléments qui me semblent importants. D'une part, le producteur d'image qui a pour ambition de la manipuler et de lui donner une orientation bien donnée. Et d'autre part, il y a le récepteur d'image. Alors, est-ce que chez le récepteur d'image, il y a une pensée critique qui lui permet de se dire que c'est pas parce que c'est une image que c'est forcément vrai? Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de développer chez les gens ce que l'on appelle la capacité critique qui met l'accent au moins sur deux éléments fondamentaux. Le premier élément fondamental, c'est la lucidité. Nous devons être lucides. Est-ce que le nouvel homme d'aujourd'hui est suffisamment lucide pour faire face aux images qu'on lui présente? Nous avons tendance à consommer. C'est depuis Herbert Marcuse, donc depuis les années 60, qu'on s'est rendu compte que nous sommes installés dans une société de consommation. Et cette société de consommation nous pousse à tout consommer. On consomme des produits, on consomme des aliments, on consomme des modes, on consomme des opinions, on consomme des gadgets. Nous sommes devenus de simples consommateurs. C'est ce que Marcuse appelle l'homme unidimensionnel, c'est-à-dire qu'une seule dimension, c'est la dimension de consommation. Il va falloir replacer chez l'homme, d'une part, la lucidité et d'autre part, l'objectivité. Et l'objectivité, c'est apprécier les choses exactement telles qu'elles sont et ne pas se laisser emporter par le caractère fugace et le flux de plus en plus nombreux des images qui se présentent devant nous. Justement, professeur, ici, concernant cette image, nous sommes là dans un trucage en relation internationale. Est-ce qu'on ne va pas dire que c'est une guerre d'influence pour manipuler l'opinion publique sur les faits d'actualité? L'homme ne ment pas aussi souvent que avant les élections. Donc, les plus grands mensonges, c'est avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Les plus grands moments de mensonges, c'est avant les élections, donc avant, pendant la guerre, donc pendant, et après la chasse. Avant les élections, il y a beaucoup de mensonges. Parce qu'en réalité, c'est des positionnements, c'est de la campagne, chacun veut présenter son image en essayant de la polir de la façon la plus belle qui soit et de la faire consommer aux masses. Pendant la guerre, et c'est le cas ici, pendant la guerre, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulations pendant la guerre, et de part et d'autre.
Alors là, il a été question de diaboliser quelqu'un qui s'appelle Saddam Hussein. Et donc, de justifier pourquoi on est en train de larguer au niveau de l'Irak beaucoup de bombes. Parce qu'on considérait que c'était un espace où on a gardé des armes dangereuses et qu'il fallait désarmer cette partie du monde. Et donc, il fallait donner une justification acceptable à cette guerre. Et la justification acceptable, c'est que nous sommes en présence d'un dangereux monsieur qui peut être une catastrophe pour l'humanité et qu'il faut l'enlever à tout prix du pouvoir. Et par la suite, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de discours qui ont été prononcés n'ont pas été des discours vrais, que les images qu'on nous a montrées ont été des images truquées. Donc c'est cela que je veux dire. Pendant la guerre, il y a beaucoup de mensonges. Et maintenant, après la chasse, quand les gens retournent de chasse, les gens vous diront que j'ai tué un lion, j'ai tué un, etc. Donc après la chasse, quand les gens reviennent de chasse, il y a beaucoup d'exagération, il y a beaucoup de superlatifs lorsqu'on revient de la chasse. Alors c'est le cas. Ça veut dire qu'en période de guerre, nous devons être très lucides et faire attention aux informations qu'on nous donne. Aussi bien au niveau du discours qu'au niveau des images. Hein. Parce qu'on vous donne des images et vous avez l'impression que c'est la vérité. Mais vous avez souvent des images qui datent de longtemps, qui peuvent être recyclées et remises à condition. Il y a des images qui datent de la guerre, de la Grande Guerre, et ces images peuvent être récupérées, recyclées, recontextualisées, et vous avez l'impression que c'est des images qui datent d'aujourd'hui. En conséquence, je crois que notre homme moderne a besoin de beaucoup de lucidité pour ne pas se laisser emporter par le mensonge des images. Parce que comme je l'avais dit dès le départ, nous n'avons pas forcément des images justes, mais nous avons juste des images. Justement, professeur, mais ces images aussi nous révèlent aujourd'hui la place qu'occupe l'intelligence artificielle, cette révolution numérique aujourd'hui qui a façonné notre façon de communiquer, d'interagir et d'informer. Oui, l'intelligence artificielle a changé beaucoup de choses, nous a installés dans un nouvel univers. Et c'est pour cette raison que nous devons faire attention. Parce qu'en réalité, voilà un outil que nous avons créé et qui aujourd'hui nous manipule. C'est ça toute l'absurdité de l'intelligence artificielle. L'homme est en train de créer des outils et d'être dépendant de ces outils. Aujourd'hui, il est absolument difficile de se réveiller sans pour autant régler son réveil montre. C'est comme si nous dépendons totalement des objets que nous-mêmes nous avons créés. Et que finalement, ces objets ont la possibilité de manipuler, ont la possibilité de changer complètement nos relations, de donner une autre configuration à notre monde. Finalement, c'est pas les objets que nous avons créés qui dépendent de nous, mais c'est nous qui avons créé les objets qui dépendent de ces objets eux-mêmes. C'est ça l'absurdité. Alors c'est pourquoi j'en appelé tout à l'heure à la lucidité. Et c'est cette lucidité seulement qui nous permet de faire très attention, de nous dire qu'avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, l'individu a la possibilité de faire beaucoup trop de choses. Aujourd'hui, dans le domaine de, rien que pour l'écriture de mémoire, de thèse, il y a possibilité d'installer certains concepts et avec l'intelligence artificielle, vous avez un texte qui vous est produit et vous pensez, et on pense que vous en êtes l'auteur. Alors qu'en réalité, c'est de la tricherie. C'est comme si aujourd'hui, on en arrive à une sorte de légitimation de la tricherie. On a l'impression que la tricherie est numérisée, la tricherie est technicisée, et on a une forme de tricherie aujourd'hui qui ressemble tellement au vrai que c'est absolument difficile, si on n'est pas lucide, de faire la distinction entre ce qui relève du vrai et ce qui relève du vraisemblable. Un couple a vécu pendant longtemps sans avoir d'enfant. Et le couple avait fini par adopter un chien. Et le couple avait entouré le chien de tendresse, d'amour et d'affection comme si c'était son bébé. Le chien était bien traité et il était heureux. Malheureusement pour ce pauvre chien, quelques années plus tard, la femme est tombée enceinte et a mis au monde par la suite un joli bébé. Et à compter de la naissance du bébé, le couple a commencé à délaisser le chien, à marginaliser le chien et à ne focaliser désormais son affection et son attention que sur le bébé. Le chien s'est senti trahi. Cela lui a fait mal. Un jour, le couple s'est mis sur la terrasse pour prendre une croûte. Au même instant, le bébé dormait en bas dans le salon. Le chien était aussi en bas dans le couloir à côté du salon. À un certain moment, le monsieur se rappelait que le bébé était en bas et que le chien était aussi en bas. Il a pris rapidement les escaliers et quand il est arrivé à hauteur du couloir, il s'est aperçu que la gueule du chien était tachetée de sang et que le chien était en train de ronger un os. Le monsieur entre dans sa chambre, prend son revolver et tue le chien. Après, il entre dans le salon et il s'aperçoit que le bébé était en train de dormir tranquillement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une bête qui est entrée dans la maison, qui a voulu mordre le bébé et le chien n'a fait rien d'autre que tuer cette bête-là. Descartes nous dit, il faut éviter soigneusement la précipitation et la prévention et n'accepter aucune chose pour vraie avant de la connaître évidemment comme telle. C'est de cela qu'il s'agit. Nous avons ici
une difficulté à établir la distinction entre le vraisemblable et le vrai. Vraisemblablement, le chien a tué le bébé, mais véritablement, le chien n'a rien fait. Et donc, de ce point de vue-là, il nous faut faire attention avec les images qui nous viennent de l'intelligence artificielle. Et c'est aujourd'hui une absurdité qui est en train de traverser notre monde. Nous avons tendance à prendre le vraisemblable pour le vrai. Donc, on a besoin de retourner à la lucidité pour ne pas tomber dans ce qu'un philosophe allemand comme Martin Heidegger appelle la dictature du on. Et c'est cette dictature du on-là qui fait qu'on a tendance à suivre aveuglément la masse. Parce que cette masse-là aura été manipulée, et notamment avec l'utilisation massive de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, professeur, pour cette analyse. Nous poursuivons avec une autre image. Alors ici, c'est une image, notamment la fausse interview du journaliste Patrick Poivre d'Avor avec Fidel Castro. Le journaliste a fait croire que le leader cubain lui avait accordé une interview alors qu'elle était fausse. C'était un faux montage. Oui, vous êtes encore dans la logique du montage. Et le problème ici se situe à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la conscience professionnelle. En réalité aussi, le journalisme, c'est un code de déontologie. Et ce code de déontologie doit m'interdire d'avoir un certain type de propos, de déformer des propos ou de créer un univers qui n'a jamais existé. Le code de déontologie, les règles morales qui organisent l'exercice de cette fonction-là interdisent un tel type de conduite. Et donc, à ce niveau-là, on se rend compte que la première faute, c'est une faute sur le plan professionnel, sur le plan éthique. Deux choses emplissent mon âme d'un respect presque divin. Le ciel étoilé au-dessus de nos têtes et la loi morale au fond de mon cœur. C'est Emmanuel Kant qui parle comme ça. En conséquence, on a toujours besoin de se référer à un code éthique, à un ensemble de valeurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me semble importante, c'est la personne qui émet un discours et qui est entendue par une foule. Cette personne-là, elle doit avoir une certaine attitude. Dans Sundiata ou l'épopée mandingue de Djibril Tamsir Niane, nous avons un griot qui s'appelle Balla Faseke, qui commence par dire « Moi, je suis griot et j'appartiens à telle lignée et j'ai honte de ne pas dire la vérité. Parce qu'en réalité, si je dis le mensonge, cela va se répercuter sur tout mon lignage. Donc, il y aura, si vous voulez, l'opprobre qui sera jeté sur tout mon lignage. J'aurai honte, moi, mais je ferai honte à toute ma famille et aussi à ma descendance. Et en conséquence, je ne peux pas me permettre d'avoir n'importe quel type d'attitude. Je dois respecter un certain nombre de règles. Donc, la personne qui parle et qui est écoutée doit avoir un certain type d'attitude. Troisième chose qui est un élément important, c'est que la charte de Kourougan-Fougan, c'est une charte qui a été élaborée entre 1234 et 1235. Dans le Mandé, on l'appelle aussi charte du Mandé. Lorsque Sundiata Keïta, après la guerre de Kirina, a battu les troupes de Soumaoro Kanté, il en a appelé à une grande réunion qui a conduit à ce que l'on appelle la charte de Kourougan-Fougan ou la charte du Mandé. Mais cette charte de Kourougan-Fougan met l'accent sur l'honnêteté. L'élément qu'à partir du moment où vous cessez d'être honnête, on considère que vous cessez d'exister. Parce que notre existence est chevillée à l'honnêteté. Tout individu honnête existe et tout individu malhonnête n'existe pas. Et donc, de ce point de vue-là, on a un point africain, une valeur africaine forte qui va nous permettre de régler aujourd'hui un problème qui se pose dans le monde et notamment dans le cas d'espèce, ce journaliste-là qui a eu à présenter une interview en revendiquant que c'est lui qui l'a mené alors que c'est totalement faux. Et puis enfin, nous avons les gens qui suivent, hein. Nous avons les consommateurs. J'ai parlé tantôt d'une société de consommation. Nous avons tendance à consommer. Est-ce que les gens qui consomment se posent des questions? C'est cela qui me semble important aussi. Se poser des questions, interroger et ne pas toujours accepter les informations qu'on nous donne, même si ces informations sont suivies d'images. Parce que comme nous l'avons dit tantôt, les images des fois ne sont pas vraies. C'est des images qui le plus souvent ont été truquées, ont été manipulées. Et en conséquence, il faudra que les gens qui suivent ces informations, qui suivent ces images, fassent preuve d'attention. Et le journaliste dont on parle ici, il n'est pas n'importe quel journaliste. C'est quelqu'un qui est très connu, c'est quelqu'un qui a une très grande aura, c'est quelqu'un qui certainement a eu un grand respect au moment où il exerçait sa profession. Mais je crois qu'à partir de cette affaire-là, on doit faire attention
par rapport au flux d'informations qui nous arrivent. Nous dire, est-ce que les informations qui nous arrivent sont des informations vraies? D'autant plus qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir une sorte d'union sacrée entre des gens qui sont des manipulateurs. Mais justement, professeur, face à cela, comment éduquer les médias pour éviter ce genre d'informations, ces fake news? Il y a deux travaux parallèles à faire. Le premier travail important qui me semble nécessaire est orienté vers le journaliste lui-même. On a parlé tantôt de code de déontologie, parce que dans toute profession, il y a un ensemble de règles qui sont établies et qui organisent l'exercice de cette profession-là. C'est ça que l'on appelle la déontologie. Et en conséquence, la formation en déontologie doit bénéficier, il me semble, d'un coefficient important dans la formation du journaliste de façon générale. Donc, travailler sur la déontologie me semble important. Un autre élément important sur lequel il faut travailler concomitamment, c'est faire en sorte que le public, de façon générale, soit doté de pensée critique, donc soit doté de filtres. Il faut faire en sorte que les gens soient dotés de filtres, et notamment les jeunes. Parce qu'on assiste à quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on assiste à une sorte de déferlement des informations, surtout à travers les réseaux sociaux. C'est des territoires digitaux marqués essentiellement par l'anonymat. La personne peut donner des informations, vous ne savez pas qui elle est, où est-ce qu'elle habite, à partir de quel moment elle a donné l'information. Donc, vous avez une information qui circule. Et nous avons tendance à prendre ces informations et à les accepter comme telles. Et si on le fait, on est complètement manipulé, on est complètement emporté. Il ne faut pas oublier, enfin, qu'il y a le pouvoir aussi du langage. Le langage a un pouvoir créateur. Dans la religion musulmane, on parle de kun fayakun. Dieu crée le monde à partir du langage. Dans l'évangile de Jean, ça vous êtes dans l'Ancien Testament, vous avez au commencement été le Verbe, Dieu a créé le monde à partir du Verbe, il a dit soit et les choses sont. Il y a un pouvoir fort du langage qui est un pouvoir créateur. Et de ce point de vue-là, nous devons faire attention à ce langage-là et nous devons être préparés à faire attention au pouvoir maléfique du langage. Un guerrier, dit Victor Hugo, n'a pas peur des armes, mais il a peur des mots. Vous savez que des fois, les mots nous blessent beaucoup plus puissamment que les armes. Ah oui, des fois, les blessures que laissent les mots sont des blessures beaucoup plus profondes que les blessures laissées par les armes. En conséquence, nous devons faire attention aux mots et ça suppose évidemment que nous soyons suffisamment préparés pour disposer de la lucidité. Moi, en tout cas, en première année, je donne à mes étudiants un module que j'ai intitulé « Pensée critique et technique de raisonnement ». Justement, professeur, en parlant d'université, vous avez parlé de la nouvelle génération et également le fait qu'on doit attirer l'attention sur les consommateurs. Est-ce que nos systèmes éducatifs ne doivent pas prévoir peut-être dans l'enseignement des modules qui parlent de l'intelligence artificielle pour tirer la sonnette d'alarme? Mais je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire qu'il faut aller vers une prise en charge de la modernité dans notre système d'enseignement. C'est-à-dire que notre système d'enseignement ne peut pas continuer à être dans le même niveau qu'il était avant. Parce que le monde change, le monde évolue à un rythme excessivement rapide et qu'en conséquence, nous devons suivre l'évolution du monde. On ne peut pas se dire évidemment qu'on va continuer à faire exactement les mêmes choses dans un univers qui a complètement changé de configuration. Alors, en conséquence, nous avons besoin de nous adapter et de nous réadapter, surtout dans le contexte africain, où nous avons une école que nous avons héritée de la colonisation et qui nous enseigne des gens d'outre-mer qui n'ont rien à voir avec nos réalités, avec les problèmes de notre environnement. Seigneur, je suis très fatigué, je suis né fatigué, et j'ai marché depuis le champ du coq, et le morne est bien haut qui mène à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux marcher dans les ravines fraîches, je veux me promener, je veux prendre ma sieste au pied des lourds manguiers, je veux me réveiller lorsque là-bas mugit la sirène des Blancs et que l'usine verse sur la campagne son lourd équipage nègre. C'est Guy Tyrolien qui parle comme ça dans Balle d'Or. C'est un nègre qui se lève le matin, qui fait sa prière et qui dit « Seigneur, je veux que tu fasses en sorte que je n'aille plus à l'école. Je n'aime plus leur école. Parce que cette école ne me parle pas de moi. Cette école me parle d'eux. Je veux une toute autre école qui me parle de moi. » C'est ce qui fait que pour moi, nous n'avons pas une école africaine. Nous avons une école en Afrique. Il y a une grande différence. Nous avons une école en Afrique, mais nous n'avons pas d'école africaine. Il nous faut construire une école africaine, c'est-à-dire une école qui nous réconcilie avec nous-mêmes. Une école qui nous permet de comprendre notre environnement, une école qui nous permet de comprendre les enjeux du monde actuel. Et parmi les enjeux du monde actuel, nous avons l'intelligence artificielle. Et en conséquence, il faudrait que nos jeunes soient préparés à ça pour éviter de se laisser emporter par les fake news, par ces choses-là qui deviennent de plus en plus massives, qui peuplent notre univers et qui nous orientent vers des directions qui sont de fausses pistes.
Merci beaucoup, professeur, pour vos analyses. Donc, avant de terminer avec vous, quels conseils donneriez-vous à la nouvelle génération, aux parents et à nos dirigeants face à l'intelligence artificielle? Parce que ce n'est pas prêt de terminer maintenant. La révolution numérique continue et on le voit au quotidien. Oui, je crois que le conseil qui me semble être le plus important renvoie à un concept, c'est le concept de lucidité. Je crois que nous devons aujourd'hui être lucides et il faudrait bien que les parents soient un peu plus proches de leurs enfants. Parce que nous sommes dans un contexte où je crois qu'on a besoin de donner encore plus de force à la famille. Ce que l'on sait, c'est que depuis quelques années, la famille c'est véritablement délité dans nos sociétés. La famille ne joue plus son rôle de cellule sociale de base, où les parents accompagnent les enfants dès le bas âge, leur inculquent un certain nombre de valeurs et de principes qui, par la suite, impriment une orientation à leur conduite. Aujourd'hui, dès le bas âge, on a l'impression que les enfants sont plus ou moins livrés à eux-mêmes, ont une marge de liberté qui devient de plus en plus grande et sont laissés à la merci d'un monde qui est un monde dangereux. Je crois qu'on a besoin d'un accompagnement de plus en plus fort de la famille et puis après, un accompagnement de la communauté. Je crois qu'on a besoin au niveau de nos politiques publiques de penser aussi à la formation de nos jeunes, leur permettre d'avoir cet ami intérieur, d'avoir cette pensée critique qui les conduit à faire attention à ces informations de plus en plus fausses qui sont en train de nous agresser, parce que nous sommes agressés de toutes parts par de fausses informations et qui le plus souvent nous viennent du centre. Lorsque Samir Amin a écrit le centre à la périphérie, c'est qu'il veut dire qu'il y a des informations qui partent du centre pour aller vers la périphérie. La périphérie chez nous. Marshall McLuhan considère que le monde est un village planétaire, on lui doit ce concept-là. Le monde est un village planétaire, mais il dit que dans ce village planétaire, il y a des sociétés au centre et des sociétés à la périphérie. Les sociétés au centre sont les sociétés développées et les sociétés à la périphérie sont les sociétés pauvres. Et nous avons tendance à avoir un flux d'informations qui quitte le centre pour aller vers la périphérie et la périphérie a tendance à consommer de façon passive. Donc il faut arrêter tout ça, il faut inverser la tendance. Je crois que nous devons devenir de plus en plus des producteurs. Pas producteurs seulement sur le plan économique et matériel, mais producteurs sur le plan des images, sur le plan des opinions, sur le plan des informations. C'est comme ça seulement que nous pouvons marquer ce que Mohamedou Kane a appelé dans les années 45 la présence africaine. Pas seulement en termes de revue, mais une vraie présence africaine, c'est-à-dire la présence de l'Afrique dans le monde, ainsi que Nelson Mandela l'a montré à travers son magistère. Et comme nous l'avons dit dans les émissions précédentes, nous devons avoir ce type de profil dans le monde avec une certaine prestance, avec une certaine envergure pour montrer que l'Afrique n'est pas décomptée, mais l'Afrique compte. Merci beaucoup, professeur. Je retiens plus de lucidité et avoir un esprit critique pour éviter de tomber dans ce genre de dérive. Merci beaucoup.